Bonjour à vous. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, un petit pouce, un abonnement, un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé, éventuellement un petit don, lien dans la description, cela me permet de publier régulièrement. Et d'ailleurs, je tiens à remercier mes derniers généreux donataires. Merci encore à eux, c'est très important pour moi. Et bien sûr, merci à tous de votre soutien à cette chaîne. Donc là, je vais parler de deux sujets qui concernent les États-Unis. Alors le premier sujet, c'est les tensions à Taïwan qui ne cessent d'augmenter via les États-Unis, parce que celui qui crée les tensions, c'est ce pays-là. Et les États-Unis qui, en réalité, n'ont jamais cessé d'armer toujours plus l'Ukraine, même si on n'en parle pas dans les médias, ils n'ont jamais cessé d'envoyer plus de bateaux autour de Taïwan et de faire des alliances Australie, Philippines, Japon, Corée du Sud contre la Chine. Donc ça, ils n'ont jamais cessé. Ils sont très actifs diplomatiquement, même si diplomatiquement, comme je vous l'ai dit dernièrement, Anthony Blinken et Joe Biden d'ailleurs, mais c'est Anthony Blinken qui est aux commandes, c'est pas Joe Biden en réalité. Donc même si Anthony Blinken avait fait moult efforts il y a des mois avec Xi Jinping pour essayer de renormaliser les relations, et il avait tout fait pour le faire venir à San Francisco, mais à San Francisco, ça s'était terminé par un fiasco, alors que pourtant le petit séjour de Xi Jinping à San Francisco avait été un sans faute de la part de Joe Biden, donc c'était à souligner. Mais Joe Biden, juste après que Xi Jinping quitte le sol américain, n'a pas pu s'empêcher, du fait de son Alzheimer, de dire que Xi Jinping était quand même un dictateur et qu'il fallait le traiter comme tel. Anthony Blinken avait fait une tête de 6 pieds de long qui avait été filmée. Et oui, ça s'est vu grâce aux caméras qui étaient là. Mais bon, bref, donc Anthony Blinken qui avait fait tant d'efforts pour essayer de renormaliser les relations avec la Chine, là après il s'est lâché. Le fait que que la Chine aide toujours plus la Russie, ça c'était inacceptable pour Blinken, qui tient absolument à aider l'Ukraine. Et donc diplomatiquement, il a fait des actions grotesques, c'est-à-dire il a mis des sanctions contre la Chine à tous les niveaux. Et la Chine, évidemment, a fait une contre-attaque en revendant 53 milliards de dollars de dettes qu'il possédait. Donc cela a enrichi la Chine et embêté fortement les États-Unis, bien évidemment. Et la Chine ne compte pas s'arrêter là dans des contre-sanctions, bien évidemment. Donc en gros, les tensions ne font qu'augmenter. Et que fait dernièrement les États-Unis? Eh bien, ils ont dit qu'ils feraient des actions militaires là très très fortes avec des milliers de drones pour faire un mur contre la Chine afin de protéger Taïwan. On va voir ça avec un article très important. On va voir ça précisément après. Là, je ne fais que l'introduction. Ensuite, le deuxième sujet va être la crise énergétique aux États-Unis, car oui, il y a une crise énergétique aux États-Unis, ça fait des mois que je vous le dis, des mois, j'ai même fait des vidéos dessus pour vous dire que l'effondrement des États-Unis concernait aussi l'énergie. Et en plus de ça, vous allez voir l'énorme ironie de la situation. Encore une fois, un effet boomerang qui se retourne contre les États-Unis, vous allez comprendre. C'est que, bon, bien évidemment, tout le monde savait que depuis des décennies, les États-Unis avaient laissé tomber leur énergie. Donc, ils se reposaient sur leur laurier et c'était tout. Voilà, et ils laissaient faire comme ça, ils le négligeaient complètement. Mais en plus, les mouvements écologistes sont devenus de plus en plus puissants aux États-Unis, et en particulier venant de la Californie. Et cela a aussi influencé la politique énergétique américaine. C'est-à-dire, au lieu de prendre les investissements pour essayer de renouveler
leurs centrales nucléaires, leur grille énergétique, j'entends par là l'infrastructure énergétique qui permet de véhiculer l'énergie, l'électricité. Eh bien, au lieu d'investir là-dedans, ils ont investi à fond dans des panneaux photovoltaïques et l'éolien. Voilà. Le petit souci, et comme je vous le rappelle de temps en temps, c'est que le gouvernement américain avait demandé à la Rand Corporation, donc c'est un groupe de réflexion, le plus grand des États-Unis, et avait demandé à la Rand Corporation qu'est-ce qu'il pouvait faire pour couper la Russie de l'Allemagne et surtout appauvrir l'Allemagne économiquement au point où elle n'ait plus de velléité d'émancipation vis-à-vis des États-Unis. Parce qu'elle commençait à avoir des velléités d'émancipation et le signe le plus fort a été Angela Merkel qui, malgré les pressions américaines pendant des années, s'est obstinée à construire le Nord Stream 2. Alors pourtant qui était absolument interdit par les États-Unis et l'Allemagne s'est obstinée. Elle devait être punie parce que évidemment cela enrichissait beaucoup trop l'Allemagne. Alors déjà le Nord Stream 1, ben, les États-Unis l'avaient en travers de la gorge. Le Nord Stream 2, non, là c'était trop là. Cela aurait enrichi beaucoup trop l'Allemagne avec une énergie beaucoup trop volumineuse et à un prix beaucoup trop bas. Inacceptable pour les États-Unis et le premier à en avoir été un gros porte-voix, ça avait été Donald Trump. Hein. Je tiens à le rappeler. Hein. Alors, même si lui, au moins, avait râlé mais n'avait jamais dit qu'il ferait quoi que ce soit contre les Nord Stream, eh bien Joe Biden et Victoria Nuland, eux, ont bien dit si, nous on fera sauter les Nord Stream, on vous le promet. Et ils l'ont fait d'ailleurs. Bref, là je digresse un petit peu. Donc les États-Unis ont négligé largement leur parc énergétique, mais en plus, cerise sur le gâteau, à cause des écologistes, l'ont négligé encore plus en prenant l'argent du trésor pour l'énergie et en le donnant pour l'éolien et les panneaux photovoltaïques. Et donc jusqu'à un tel point que bien les États-Unis, là, au niveau énergie, bah, rien ne va plus, les prix flambent. Tiens, ça vous rappelle pas ce qui se passe en Europe? Et oui, le mur des réalités a rattrapé les États-Unis, qui, malgré qu'ils aient fait un plan grâce à la Rand Corporation pour faire que les écologistes soient très puissants en Allemagne pour détruire le nucléaire allemand à la base, et enfin les Nord Stream, tout ça pour appauvrir l'Allemagne, eh bien c'est l'arroseur arrosé, puisqu'il arrive là exactement la même chose aux États-Unis. Voilà, d'où l'énorme ironie de la situation. Et oui, bref, donc comment s'en sortent-ils? Ben, ils font exactement comme la France présentement. Là, ils s'aperçoivent que le nucléaire est indispensable, que c'est une très bonne énergie, et que l'éolien et le photovoltaïque ne fonctionnent pas. Donc là, ils font un virage à 180 degrés et ils réinvestissent à fond dans le nucléaire. Malheureusement, bah, c'est comme les problèmes en France, c'est-à-dire perte de compétences, corruption terrible, retard partout, rien ne va plus, il y a tout à réorganiser. L'État doit remettre son nez dedans, etc. Parce que les sociétés privées étaient tellement corrompues aux États-Unis que c'était une catastrophe. Et on va voir dans le détail, grâce à un article du Washington Post, c'est édifiant. Vous allez voir, moi quand j'ai vu ça, les bras m'en sont tombés. Je connaissais l'état de délabrement énergétique aux États-Unis et du gouvernement américain, mais je ne pensais pas que c'était à ce point. Alors pourtant, je vous ai parlé de l'effondrement des États-Unis dans plusieurs vidéos, mais encore une fois, on va le découvrir ensemble. Je ne pensais pas que c'était à ce point. Voilà, j'arrête là, on va voir les articles ensemble. Alors on va commencer par un article de Taiwan News, donc concernant la montée des tensions à Taïwan, et que lit-on? Les États-Unis envisagent un paysage infernal de drones si la Chine envahit Taïwan.
Le paysage infernal sans pilote implique le déploiement de milliers de sous-marins sans pilote, de navires de surface et de drones aériens dans le détroit de Taïwan. Un chroniqueur du Washington Post a révélé que l'armée américaine prévoyait de créer un paysage infernal pour contrecarrer une invasion chinoise de Taïwan en utilisant des armes sans pilote pour gagner du temps. Dans un article d'opinion publié lundi 10 juin, Josh Rogin a cité le plus haut commandant américain dans le Pacifique, disant que la clé pour les États-Unis et leurs partenaires régionaux, alors là je vous l'ai dit, c'est l'Australie, les Philippines, le Japon et la Corée du Sud principalement, pour garantir l'échec d'une invasion chinoise de Taïwan, réside dans la transformation du détroit de Taïwan en un paysage infernal sans pilote, avant que la Chine ne puisse le traverser. Cela permettrait aux forces taïwanaises, américaines et partenaires de gagner du temps. Dans son article, l'armée américaine prévoit un paysage infernal pour dissuader la Chine d'attaquer Taïwan. Rogin affirme que le temps presse et que les États-Unis doivent rapidement transformer ces plans en stratégie réalisable. Alors, je ne vais pas vous lire tout l'article, c'est inutile. Vous avez compris ce que veut faire les États-Unis. Alors, ce n'est qu'un projet, bien sûr, de faire un paysage infernal, mais il n'y a qu'un petit souci, quand même. C'est que là, les États-Unis doivent armer Israël, et c'est leur priorité numéro 1. Hein. C'est armer Israël, d'abord. Et Israël a besoin de tout, hein, de drones, d'obus, de missiles, etc. Et malheureusement, il y a l'Ukraine. Et l'Ukraine a besoin de tout. De drones, de missiles, d'obus, etc. Surtout de systèmes antiaériens, là. C'est ce que réclame surtout Zelensky. Le problème, c'est que les États-Unis aussi n'arrêtent pas d'armer Taïwan et de déployer des navires autour de Taïwan. Et d'ailleurs, ils sont très fébriles diplomatiquement, là, comme si ils avaient le diable aux fesses. Donc les États-Unis pensent, ça c'est le Pentagone qui le dit, que la Chine va bientôt, très 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 bientôt, envahir Taïwan. Ça leur pend au nez. Donc les États-Unis, en gros, ont 3 casseroles de lait sur le feu. Ils ont l'Ukraine, Israël et Taïwan. Et le problème, c'est qu'ils donnent énormément d'argent et d'armement à l'Ukraine. En fait, ils grattent déjà les fonds de tiroir. Ils donnent à Israël. Ils n'ont jamais donné autant à Israël que maintenant, je tiens à le souligner. Et ils n'ont jamais autant armé Taïwan, comme s'ils étaient en panique. Ils arment Taïwan là présentement en urgence. C'est pas parce qu'on n'en parle pas dans les médias que les États-Unis ne font rien pour Taïwan. Ils n'arrêtent pas d'armer assez discrètement, subrepticement, mais la Chine voit tout. Et c'est pour ça que la Chine est toujours plus dure diplomatiquement avec les États-Unis et se rapproche toujours plus de la Russie. Parce que la Chine n'a que faire de l'Ukraine. Par contre, pour la Chine, Taïwan, c'est très important. Et la Chine voit que les États-Unis n'arrêtent pas d'armer Taïwan. Et en plus, le nouveau président taïwanais est pro-OTAN, pro-États-Unis, etc. Il ne s'en cache pas d'ailleurs. Et donc, comme il voit que les États-Unis, eux veulent protéger Taïwan à tout prix, quitte à un conflit avec la Chine, eh bien la Chine durcit le ton, parce que la Chine aussi, hein, bien sûr, fait des exercices, là présentement, avec la Russie d'ailleurs, autour de Taïwan, et même autour du Japon, et toujours avec la Russie. Donc vous voyez, tout ça est très sérieux. Et puis évidemment, on ne parle pas de la Corée du Nord, mais en réalité, il y a des exercices aussi avec la Corée du Nord. Quand on lit les rapports russes, on apprend ça. C'est pas dans les médias que vous allez apprendre ça, malheureusement, mais moi je vous le dis. Donc il y a aussi une coalition chinoise, ne l'oublions pas. Voilà, il y a une coalition américaine, mais il y a aussi une coalition chinoise. Donc vous voyez qu'il y a une montée des tensions à Taïwan qui est loin d'être négligeable, et cela peut péter là-bas aussi. Sauf que le conflit à Taïwan serait plus grave que le conflit ukrainien,
parce que là, on aurait la confrontation directe, en réalité, de la Chine et des États-Unis. Taïwan, ça compte pour rien, puisqu'en réalité, la Chine pourrait facilement envahir Taïwan, malgré toutes les rodomontades médiatiques, et même, j'ai envie de vous dire, du Pentagone. En réalité, la Chine pourrait très bien envahir Taïwan, et d'ailleurs, très récemment, la Chine a fait une simulation d'envoi massif de missiles sur Taïwan. Simulation qui a été très médiatisée. Donc la Chine peut uniquement en étouffant le système antiaérien taïwanais, aucun système antiaérien ne peut contrer une saturation de missiles qui lui tombent dessus. Aucun. Ça n'existe pas. D'ailleurs, ce n'est pas possible physiquement. Donc la Chine a des milliers de missiles qu'elle n'a toujours pas utilisés. Elle peut les envoyer contre Taïwan. Taïwan ne pourrait strictement rien faire. Strictement rien. Quel que soit le nombre de navires, etc. C'est une absolue évidence qu'on vous cachera bien sûr dans les médias. Et ensuite, bien sûr, la Chine n'aurait plus que très tranquillement envahir Taïwan avec des navires de débarquement sans qu'il n'y ait plus rien derrière. Ça coûterait très cher à la Chine en missiles, certes, et en drones. Il faut toujours compter les drones d'attaque et les missiles d'attaque. Et la Chine a tout cela. La Chine a des milliers de drones d'attaque, a des milliers de missiles. Aucun problème pour faire cela. Ça coûterait encore une fois très cher à la Chine. Mais bon, il pourrait très très bien le faire. Bref, voilà ce que je voulais dire sur le conflit taïwanais. Il y aurait en réalité beaucoup de choses à dire, mais j'ai 2 sujets à traiter, donc je vais m'arrêter là. Vous avez compris le tableau. Donc bien sûr que la Chine pourrait envahir Taïwan du jour au lendemain. Bien sûr que la Chine pourrait le faire, elle en a les moyens. Le problème, c'est que la Chine étant la Chine n'a jamais été un cow-boy. La Chine a toujours été très pondérée dans ses décisions et la Chine a quand même un gros client. Et c'est les États-Unis et c'est l'Europe. Donc la Chine n'a pas les coudées franches sur ce coup-là. La Chine tâte un petit peu du terrain. Par contre, si les États-Unis continuent à trop pousser la Chine en faisant diplomatie d'agression, par exemple avec des sanctions, comme ça l'a déjà été fait, mais qu'en plus les États-Unis ajoutent des agressions militaires, même indirectes, eh bien la Chine pourrait s'énerver cette fois franchement. Voilà. Et à mon avis, si vous voulez mon avis, et ce seront mes derniers mots sur Taïwan, si jamais la Chine envahit Taïwan militairement et qu'il y a une guerre avec Taïwan entre guillemets, bien que Taïwan soit reconnu par tous comme territoire chinois, je tiens à le rappeler, eh bien, je suis intimement persuadé que les États-Unis ne feront strictement rien. Tout simplement, déjà, et d'une, parce que les États-Unis dépendent pour beaucoup, beaucoup de choses de la Chine, ne l'oublions pas, hein. Et en plus, les États-Unis n'auront en aucun cas les moyens militaires de contrer la Chine. Les États-Unis seraient très inférieurs à la Chine militairement. Il faut le savoir. Alors, c'est une évidence en stratégie militaire ce que je viens de vous dire, mais on vous fait croire que les États-Unis sont très puissants au niveau naval. Alors oui, ils sont très puissants, mais avec l'avènement des missiles et des drones, maintenant non. Surtout que la Chine a l'appui en réalité inconditionnel de la Corée du Nord, bien évidemment, et de la Russie, pour ne pas dire aussi l'Iran, bien évidemment. Bon, bref, et la Chine est très très puissante à ce niveau-là, et il ne faut pas oublier que la Chine joue dans son précaré, hein. Donc c'est son territoire, on est juste à côté du continent, hein. Ne l'oublions pas, hein. Alors que les États-Unis, eux, ils ont beaucoup de chemin à faire avant d'envoyer leurs forces. Et c'est pas l'Australie, la Corée du Sud et le Japon qui feraient quoi que ce soit, hein. Ils ne feraient rien parce que eux aussi dépendent de la Chine dans bien bien des domaines. N'oublions pas que la Chine fabrique et que les autres pays fabriquent infiniment moins et ont besoin, encore une fois, je le dis encore une fois, c'est très important, dans tellement de domaines, ils dépendent tellement de la Chine,
La Chine perdrait certes de l'argent si elle ne commerçait plus avec ces pays-là, comme la Corée du Sud, l'Australie, le Japon, etc. Mais la Chine pourrait survivre, alors que ces pays-là, économiquement et au niveau des produits, eux ne pourraient pas survivre ou très difficilement survivre. Et oui, c'est l'avantage d'être le producteur de biens. Vous avez moins d'argent, mais vous avez l'objet réel dans les mains. Voilà. Alors que les autres pays, eux, n'ont pas les usines. Donc, ils dépendent beaucoup de la Chine. Bon, bref, c'est un canevas assez complexe. La Chine n'a pas les coups des franches. Et d'ailleurs, les États-Unis doivent marcher sur des œufs parce qu'ils risquent d'énerver définitivement la Chine. Et il ne faut pas oublier que, et ce n'est que mon avis, j'en suis intimement convaincu, les États-Unis ne feraient strictement rien si la Chine envahissait Taïwan. Rappelons-nous quand même que Taïwan, en réalité, n'a aucun intérêt pour les États-Unis. Je dis bien aucun, ça ne rapporte rien aux États-Unis. Taïwan n'est qu'un territoire parmi tant d'autres, à l'image d'Israël et encore une fois de bien d'autres, qui représentent l'hégémonie américaine dans le monde. C'est juste pour asseoir sa puissance mondiale, son hégémonie, son impérialisme. Mais en réalité, Taïwan n'est qu'un centre de coût, exactement comme Israël et encore une fois d'autres pays encore. Donc ça ne représente aucun intérêt pour les États-Unis en réalité. Et par contre, ça leur coûterait tellement cher d'être en véritable guerre avec la Chine, encore une fois, et ce seront mes vrais derniers mots, les États-Unis ne peuvent pas se permettre d'être agresseurs vis-à-vis de la Chine pour démarrer une vraie guerre. Jamais ils ne feront ça avec la Chine. Et voici l'article du Washington Post concernant la crise énergétique aux États-Unis. Et là, on en apprend de belles. Alors que l'énergie nucléaire est en difficulté aux États-Unis, la Maison-Blanche mise gros sur sa relance. Exactement comme la France. La flambée des prix, les incidents techniques, les longs retards et une vague de corruption n'ont pas dissuadé la Maison-Blanche de ses ambitions en matière d'énergie nucléaire. C'est un copier-coller des problèmes qu'a la France, bon, sauf que une vague de corruption, bon, je n'ai pas eu ouï dire d'une grande corruption vis-à-vis du nucléaire français. Bah, je suppose qu'il y en a, il y en a toujours, bien sûr, mais bon, je ne crois pas qu'on atteint le niveau américain. Vous allez voir l'article, c'est édifiant. Bref, vous voyez, flambée des prix, incidents techniques, long retard, vague de corruption, c'est bon, à part la vague de corruption, c'est exactement ce que connaît la France en ce moment. Ils reviennent sur le nucléaire. Les tours de refroidissement et les imposants bâtiments de confinement des nouvelles unités de centrales nucléaires électriques d'Alvin Vogtle ont servi de toile de fond dramatique à la récente déclaration de la secrétaire à l'énergie Jennifer Granholm, selon laquelle il est temps d'encaisser et d'agir rapidement pour en construire davantage de centrales nucléaires aux États-Unis. Mais l'usine de Vogtle était un choix curieux pour un tour de victoire. Lorsque le dernier réacteur a été mis en service fin avril, l'agrandissement accuse un retard de 7 ans sur le calendrier et un dépassement de près de 20 milliards de dollars. Vous avez vu ça? 20 milliards de dollars de dépassement. Incroyable. Cela a finalement coûté plus de 2 fois plus que promis. Bon, moi j'ai vu le prix de la centrale. Faut plutôt, on est plus proche du 3 fois plus que du 2 fois. Les contribuables payant une grande partie de la facture via des suppléments et des hausses de tarifs. Alors que l'administration Biden cherche à promouvoir une énergie plus propre pour atteindre ses objectifs de lutte contre le changement climatique, elle est impatiente de redresser une industrie nucléaire entravée par des dépassements de coûts, des revers techniques et des doutes majeurs quant à sa viabilité. Alors voilà, alors pourquoi des dépassements de coûts, des revers techniques, surtout des revers techniques? Bah c'est parce que les États-Unis, vu qu'ils ont arrêté de produire le nucléaire, ils ont stagné exactement comme nous, et bien ils ont perdu en compétences. Voilà, ils ont perdu en compétences, en infrastructures de construction, d'ingénierie, de logistique, etc. Ils ont connu la même chose que la France.
Tout ça parce que ils ont été attirés par les sirènes des écologistes, exactement comme en Allemagne. Bon, après de l'Allemagne, c'est arrivé dans toute l'Europe. Eh bien, voilà, et aux États-Unis, c'est pareil. Dans ses remarques, Granholm a déclaré que le pays doit tripler sa production d'énergie nucléaire d'ici 2050. Vous avez bien lu, hein. Tripler la production d'énergie nucléaire, vous avez bien lu. C'est fou. Pour atteindre les objectifs climatiques. Ce qui signifie ajouter l'équivalent de près de 100 projets supplémentaires de la taille de Vogtle. Vogtle étant, vous allez le voir, on va le regarder ensemble, un énorme projet nucléaire. Alors bon, moi je ne comprends pas les écologistes cracher sur le nucléaire parce que ce n'était pas écologique. Et là, tout d'un coup, le gouvernement américain, tout comme le gouvernement français et bien d'autres en Europe, se réveille. Oh là là, au final, l'énergie nucléaire, c'est une énergie très propre qui va contribuer à atteindre les objectifs climatiques. Vous voyez un petit peu la puissance de l'État profond qui a permis quand même à tout l'Occident, parce qu'il n'y a que l'Occident qui fait cela, hein, pas les autres grands pays du monde, c'est que l'Occident. Hein. Vous voyez sa puissance, on s'est fait un suicide, voilà, économique, énergétique, pour faire plaisir aux écologistes, alors que du point de vue écologique uniquement, c'était du grand n'importe quoi. Vous voyez? Donc voilà la puissance de l'État profond, parce qu'évidemment, il n'y aurait pas eu l'État profond pour pousser derrière. Aucun gouvernement sain d'esprit n'aurait écouté les écologistes, bien évidemment, puisque ça n'avait aucun sens scientifique à la base. Vous voyez? Donc, bref, concernant le fait que l'énergie nucléaire était une énergie qui contribuait au réchauffement climatique et n'était pas écologique, hein, je parle dans ce sens-là. Les responsables de l'administration affirment que le pays n'a d'autre choix que de faire de l'énergie nucléaire une option viable. Le pays manque rapidement d'électricité. La demande d'électricité augmente en raison d'un boom de la construction des centres de données, c'est les data centers en anglais, des centres de données et d'usines de fabrication, et un réseau électrique négligé. Vous vous souvenez de ce que je vous avais dit en introduction? Et un réseau électrique négligé pendant des décennies a du mal à accueillir suffisamment de nouvelles énergies éoliennes et solaires pour répondre aux besoins du pays. Oh, ironie de la situation, les Allemands, les grandes industries allemandes qui sont très gourmandes en énergie, voyant les prix exploser en Europe du fait même des actions des Américains après avoir fait exploser les Nord Stream, eh bien vous avez énormément de grandes industries allemandes, pour payer moins cher, ont déménagé aux États-Unis. Et là, manque de bol, ils arrivent aux États-Unis, ils viennent à peine de s'implanter, qu'il y a une flambée énorme des prix de l'électricité aux États-Unis, et là ils apprennent, voilà, comme quoi vous voyez vraiment la dégénérescence complète de l'Occident, et là en particulier de l'Europe et des Allemands. Ils sont partis aux États-Unis, mais aucune étude, rien. Ils y sont partis tout de suite. Alors peut-être qu'encore une fois, c'est l'État profond, vu que tout ça, c'est une énorme mafia, l'Union européenne, le gouvernement américain, etc. Je ne sais pas, hein, peut-être que ceci explique cela. Bref, ils sont partis aux États-Unis, et là, maintenant, ils se retrouvent complètement coincés. Ils payent une énergie très chère, comme en Europe, mais en plus, ils ont des coupures de courant, ouais, c'est ce que j'ai appris. Alors, très petites pour l'instant, bien sûr, parce que les États-Unis, avant l'arrivée des fabricants allemands, avaient déjà des soucis énergétiques. Et ben, les gros industriels allemands qui ont besoin de beaucoup d'énergie, eh bien, augmentent l'handicap américain concernant l'énergie, ce qui fait que c'est une spirale sans fin qui amène les États-Unis de plus en plus vers le bas. C'est pour ça qu'ils sont en panique là. Malgré tous ces problèmes, Vogtle est désormais la plus grande source d'énergie zéro émission du pays. Et oui, énergie nucléaire. Certains projets de pionniers sont trop grands et trop risqués financièrement.
a déclaré vendredi Granholm depuis le podium sous la tente de fête Vogtle où des dignitaires, des entrepreneurs et des responsables syndicaux se sont réunis pour célébrer l'achèvement de l'un des projets d'infrastructure les plus coûteux de l'histoire des États-Unis. Mais ce genre de projet est trop important pour que notre nation échoue. Bien sûr que ça peut échouer. Tout ça pour des manques de compétences. Ça, ou des bourdes ou de la corruption, vous allez voir. La question de savoir si les 2 nouvelles unités de Vogtle, qui fournissent suffisamment d'électricité pour alimenter environ 1 million de foyers, constitue le succès décrit par Granholm est âprement contestée. C'est-à-dire, ah bah oui, faut attendre voir. Faut attendre voir que tout soit fini pour voir si vraiment l'énorme quantité d'argent, le projet qui a coûté le plus cher dans l'histoire des États-Unis, on va voir si cela arrive vraiment à ses fins. Parce que là, le succès est âprement contesté. Alors que l'administration présente le récit de la centrale comme un récit de persévérance et d'innovation qui ouvre la voie au rétablissement de la domination américaine de l'énergie nucléaire, même certains promoteurs de longue date de l'industrie se demandent si ce pays aura un jour un secteur de l'énergie nucléaire dynamique. Voilà, il y a eu un dépassement déjà de 20 milliards de dollars et le projet est toujours pas fini. Ça nous rappelle furieusement le projet de l'EPR Flamanville français. C'est la même chose. Il est difficile pour moi d'imaginer que les régulateurs de l'énergie des États approuvent un autre de ces projets, étant donné à quel point les derniers ont mal tourné, a déclaré Matt Bowen, spécialiste du nucléaire au Centre sur la politique énergétique mondiale de l'Université de Columbia, qui a été conseiller sur les questions d'énergie nucléaire dans l'administration Obama. Alors là, vous voyez que je suis en train de vous lire tout l'article, parce que c'est tellement énorme que je me sens obligé de vous lire tout l'article. Attendez, accrochez-vous bien, c'est pas fini. Le malheur de Vogtle n'a été éclipsé que par la calamité qui a frappé une autre compagnie d'électricité de l'autre côté de la frontière de l'État de Caroline du Sud, qui construisait son propre réacteur Westinghouse, l'AP1000. Alors Westinghouse, c'est le grand constructeur de centrales nucléaires aux États-Unis. C'est Westinghouse, c'est d'ailleurs le premier constructeur de centrales nucléaires du monde. Westinghouse, c'est le premier. Voilà, quand même, il fallait le souligner. Du même modèle que celui utilisé à Vogtle, le service public de Caroline du Sud, SCANA, a dépensé 9 milliards de dollars avant d'abandonner complètement le projet. En 2020, les procureurs fédéraux déclareraient que ce projet est un chaudron de fraude, imposant des peines de prison responsables de l'entreprise accusée d'avoir menti aux investisseurs et aux contribuables sur la viabilité de le terminer dans les délais et dans le respect du budget. Dans l'Ohio, l'ancien président de la commission des services publics s'est suicidé en avril, après avoir été inculpé par les procureurs de l'État dans le cadre d'une enquête pour corruption autour du sauvetage de 2 centrales nucléaires appartenant à First Energy Corp. Encore une autre affaire, là dans l'Ohio. Les 2 anciens dirigeants de l'entreprise qui ont été inculpés avec lui en février ont plaidé non coupables. First Energy avait déjà payé une amende de 230 millions de dollars pour régler les accusations fédérales liées à son rôle dans le scandale de corruption. L'administration Biden ne se laisse pas décourager, il devrait. Vous imaginez un peu les affaires de corruption, et ça, c'est que le sommet de l'iceberg, bien évidemment. Parce que les affaires de corruption, moi j'en ai lu beaucoup concernant le nucléaire aux États-Unis, mais ça a toujours été très vite étouffé. C'est un peu comme Pfizer. Pfizer a été condamné, alors de mémoire, 22 fois ou 27 fois, pour fraude, falsification de données scientifiques concernant des médicaments. Attention, on parle de choses sérieuses. Dans le nucléaire, c'était la même chose, mais c'était très vite étouffé parce que les grands entrepreneurs payaient pour ne pas être condamnés. Parce qu'aux États-Unis, on peut faire ça. Mais jusqu'à un certain point. Il ne faut pas non plus tomber dans l'extrémité. Et bien voilà, on a atteint le certain point. Voilà.
C'est beau, hein, la corruption aux États-Unis qui est tellement immense qu'on en est là, comme la corruption avec Pfizer et l'Union européenne qui est colossale. Et après, on se moque de la Corée du Nord et de la Russie concernant la corruption. Mais parle-t-on de l'Ukraine? Parle-t-on des États-Unis? Parle-t-on de l'Union européenne? Non, bien évidemment. Donc Biden, il soutient davantage des projets de la taille de Vogtle étant d'accélérer le développement de petits réacteurs modulaires. Exactement comme en France avec Macron. Une nouvelle technologie nucléaire que le gouvernement fédéral a du mal à commercialiser depuis des années. Les réacteurs modulaires visent des conceptions agiles qui seraient apparemment plus faciles à autoriser à produire en masse, tout en créant moins de déchets radioactifs que les centrales nucléaires. Bon, bref, bon, les réacteurs modulaires, ça n'arrivera que dans des années, parce que évidemment, on n'en est qu'au stade de la conception, aucun test n'a été fait, tout ça, c'est du 2040 au mieux. Moi, j'ai lu des rapports de vrais spécialistes, de vrais experts du nucléaire. Ils disent que les réacteurs modulaires, ils seront au point que vers 2040. 2035, mais vraiment, si tout se passe comme sur du velours, mais ça se passe jamais comme sur du velours à cause de l'incompétence technique, qui malheureusement c'est trop tard, ça fait 40 ans qu'on a laissé tomber le secteur, donc il s'est auto-détruit, j'ai envie de vous dire. C'est pas moi qui le dis, ce sont les experts du nucléaire, hein. Et, et sans compter donc la corruption, et sans compter les retards inévitables. Il y a toujours des retards. Voilà. Donc là, il se dirige, je vais pas tout vous lire, hein, mais en gros, je vous lis quand même les derniers, les derniers mots quand même, parce que là, on parle d'autres phénomènes après ce qui s'est passé en Géorgie, parce qu'il y a eu des fraudes en Géorgie aussi, pas qu'en Ohio. Bon, la flambée des prix a finalement contraint les petites compagnies d'électricité de l'Utah qui avaient précédemment accepté d'acheter de l'électricité du projet de l'Idaho à se retirer. Excusez-moi, alors je voulais finir, mais je suis obligé de vous lire des choses. Là, vous voyez les problèmes, la flambée des prix en Utah qui ont des conséquences absolument terribles. Et là, on apprend que tous ces grands projets, là, tous ces grands projets, eh bien, ont été financés par Amazon, Google, Microsoft et une autre société chirurgique, Nucor. Voilà, et on apprend cela, voilà, qui participaient à tous ces projets qui ont complètement raté. Voilà. Parce que l'État étant un peu, encore une fois, je peux pas tout vous lire, hein, c'est trop long, mais l'État était incapable d'avoir les budgets, donc ils sont tournés vers Amazon, Google, Microsoft et autres pour financer ces projets. Et vous avez vu ce que ça donnait quand ce n'est pas entièrement géré par l'État. Voilà, ça donne ça. Voilà, donc c'est une catastrophe, une véritable catastrophe. Et là, regardez, et là je finis là, mais les États-Unis, berceau de l'industrie de l'énergie nucléaire, sont en train de perdre rapidement leur domination sur celle-ci. La Chine compte actuellement 21 réacteurs en construction. L'Inde en compte 8 grands constructeurs en construction. La Corée du Sud construit régulièrement de nouvelles centrales nucléaires et est en passe de produire près d'un tiers de son énergie à partir de l'énergie nucléaire d'ici la fin de la décennie. Le nucléaire représente actuellement 19% aux États-Unis. Il y a 19 réacteurs AP1000, donc les meilleurs réacteurs actuellement aux États-Unis, les plus gros. La conception utilisée chez Vogtle en développement dans le monde, aucun d'entre eux n'est construit pour l'instant aux États-Unis. Et oui, à cause de corruption, retard, etc. Vous notez que dans l'article, on ne parle pas de la Russie, alors que la Russie est le leader mondial de la construction de centrales nucléaires. Et il n'en parle pas dans l'article. Tiens, tiens, tiens. Et j'arrête là, j'ai déjà été beaucoup trop long. Pour ceux qui me suivent, souvenez-vous des vidéos que je vous avais fait sur l'effondrement des États-Unis à tous les niveaux, hein, sociétal, militaire, économique. J'ai fait plusieurs vidéos sur cet effondrement. Eh bien, tout s'accélère à cause du conflit russo-ukrainien où les États-Unis donnent tout ce qu'ils peuvent, absolument tout ce qu'ils peuvent au niveau militaire
et financier. Évidemment, le conflit israélo-palestinien où les États-Unis doivent aider Israël. Alors, c'est la chose la plus importante pour eux. Israël, c'est le 51e État des États-Unis. Donc, ils doivent aider Israël quoi qu'il en coûte. Et en plus, on a le conflit Taïwan-Chine, où les États-Unis sont totalement impliqués depuis bien des années. Depuis toujours, même, j'ai envie de vous dire. Donc tout cela est bien trop gros pour les États-Unis, bien trop gros. Si les États-Unis étaient, on va dire, dans le même état qu'elle était dans les années 80-90, voilà. Pourquoi pas c'était encore possible, étant donné que dans les années 80-90, les États-Unis étaient tout puissants. C'était une superpuissance qui avait une économie gigantesque et une force militaire énorme. Mais c'est plus le cas. L'économie américaine est très fragilisée. Le côté militaire est très fragilisé. Je vous l'ai démontré avec des articles et des vidéos, des reportages français même. Je vous l'ai démontré dans mes vidéos. Donc là, avec ces trois conflits en même temps que les États-Unis apparemment veulent embrasser en même temps, mais c'est grotesque et ridicule. Bien sûr qu'ils ne pourront strictement rien faire, rien contre la Russie, et même j'ai envie de vous dire rien contre le Hamas. Israël a déjà perdu contre le Hamas. Qu'est-ce que vous voulez qu'Israël fasse là en réalité? Et des consultants de plateau que j'entends, même sur LCI, le disent, hein, j'ai déjà entendu, même sur BFM, etc. Il y en a qui le disent quand même. Donc, pour Taïwan, pour Taïwan, c'est pareil. C'est pareil. Taïwan, que voulez-vous que les États-Unis fassent si jamais la Chine définitivement prend Taïwan? Qu'est-ce que vous voulez que les États-Unis fassent? Rien. Alors ce n'est que mon humble opinion. Mais d'après tout ce que je sais, pour moi, les États-Unis ne feront rien parce qu'ils ne pourront rien faire. Ils ne peuvent pas se permettre une guerre ouverte avec la Chine. Ce serait impensable. Deux superpuissances comme ça, impensable. Donc, bref, ils ne feraient rien. Surtout que la Chine est dans son bon droit. En plus, au niveau international, Taïwan, c'est la Chine. Ne l'oublions pas. Et déjà, Jimmy Carter, à l'époque, au tout début des années 80, avait reconnu officiellement, avec signature, comme quoi Taïwan était bien un territoire chinois. Bref, voilà, c'était sur Taïwan. Maintenant, sur la crise énergétique aux États-Unis, eh bien bon, moi je le savais qu'il y avait une crise énergétique, ça fait des mois et des mois que je vous en parle, et ça fait partie des vidéos concernant l'effondrement des États-Unis, car oui, dans mes vidéos, je vous donnais tous les thèmes sociétal, militaire, économique, énergétique, et même j'avais même fait le thème climatique aux États-Unis et particulièrement leur agriculture. Bref, je vous avais déjà fait tout ça. Faut revoir mes vidéos. Et donc là, c'est bien pire que je ne le pensais. Parce que évidemment, au bout d'un moment, il faut bien payer le prix de la négligence, comme on l'a fait en France. D'ailleurs, que ça soit comme le domaine militaire que nucléaire. Donc les États-Unis ont payé le prix de leur négligence pendant des décennies quant à leur infrastructure globale nucléaire et même leur infrastructure électrique, hein, parce que c'est très connu aux États-Unis, l'infrastructure électrique globale est absolument terrible aux États-Unis. C'est à se demander d'ailleurs comment ça a pu tenir si longtemps. Aux États-Unis, tout est comme ça, hein. Les routes, les ponts, tout ce qui est infrastructure de ce genre-là était totalement négligé. Tout est comme ça, les rails, le ferroviaire, tout est comme ça aux États-Unis. Moi, j'ai vécu longuement aux États-Unis, je peux vous le dire. Bref, donc au niveau énergétique, voilà. Mais sauf qu'en plus, on apprend qu'il y a une corruption absolument terrible. Alors ça, par contre, je ne le savais pas que c'était à ce point-là. J'ai été très surpris en lisant l'article du Washington Post.
Bref, alors maintenant, il se réveille que maintenant, les mensonges arrivent contre le mur des réalités, c'est-à-dire que le nucléaire, ce n'était pas écologique, les écologistes qui poussaient à fond pour arrêter le nucléaire aux États-Unis, et oui, pas qu'en Europe, eh bien ça a concouru à l'arrêt de l'investissement dans le nucléaire aux États-Unis. Et voilà le résultat des écologistes globalement en Occident. Voilà ce que ça a permis. Ça a permis des crises énergétiques énormes et structurelles dans les fondements même de nos sociétés occidentales. Donc c'est extrêmement grave. L'explosion des Nord Stream par les États-Unis, c'est que la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Et oui, il faut le savoir. Donc bref, tout ça est absolument catastrophique et il ne se réveille que maintenant à coups de milliards, mais les milliards ne vont pas résoudre le problème de compétences des ingénieurs américains, du fait aussi qu'il manque énormément d'ingénieurs. C'est pour ça que le gouvernement américain a fait énormément appel à des ingénieurs, accrochez-vous bien, chinois et indiens, et je vous parle en milliers, parce qu'il n'y a pas que le secteur énergétique dont les États-Unis ont besoin. Donc vous voyez un petit peu, ça devient grotesque et ridicule. Vous voyez le niveau de dégénérescence des gouvernements occidentaux. Parce que là, on parle des États-Unis, mais c'est un peu partout comme ça en Europe, principalement en France. Et en Angleterre aussi d'ailleurs. Bref, vous voyez maintenant, et là c'est un article du Washington Post, pour que le Washington Post dise à vous cela, c'est pour vous dire qu'on atteint à un point tellement gravissime qu'ils sont obligés d'en parler. Alors maintenant, en panique, ils essayent à coups de milliards d'essayer de retourner la situation énergétique. Ils n'y arriveront pas, bien entendu, parce que tout simplement, le gouvernement américain est tellement endetté que c'est avant même ces catastrophes, c'était déjà un point de non-retour catastrophique économiquement. N'oublions pas les shutdowns aux États-Unis, n'oublions pas. Faut pas oublier que l'État américain, les États-Unis sont en état de banqueroute en réalité et ne survivent que parce que les politiques s'entendent à continuer comme ça. Mais ils ne font strictement rien en réalité pour améliorer la situation économique du pays. Ils ne font qu'empirer. Ils ne font qu'empirer. Parce que là, ils dépensent des dizaines et des dizaines de milliards dans l'armement pour contrer la Russie. Pareil pour contrer la Chine. Faut réarmer les États-Unis alors que les États-Unis est en plein effondrement. Vous voyez, c'est le serpent qui mange sa propre queue. On tombe dans l'absurde le plus total concernant les États-Unis, et nous on fait pareil, puisque l'Union européenne fait toujours la même chose que les États-Unis. Et j'arrête là parce qu'encore une fois je parle beaucoup trop longuement, pardonnez-moi, j'arrête là. Si cette vidéo vous a plu, un petit pouce, un abonnement, un commentaire, éventuellement un petit don, lien dans la description. Merci à tous de votre soutien à cette chaîne, et toujours, soyez curieux.